Bonsoir. À quoi ressemblera le nouveau gouvernement dirigé par Edith Cresson? La réponse à cette question qui intéresse aussi bien la classe politique que la bourse ou le milieu industriel devrait être connue d'une minute à l'autre. François Mitterrand, dans son intervention d'hier soir, avait promis pour aujourd'hui la liste des ministres. Peut-être l'aura-t-on au cours du 19-20. On rejoint en direct à l'Elysée Albert Ripamonti. Albert. Oui Paul, ici à l'Elysée c'est toujours le suspense, mais les choses semblent se précipiter puisque l'on vient d'installer un praticable spécialement aménagé pour les caméramans. On vient d'installer un micro sur le perron de l'Elysée. C'est dire si l'on attend d'une minute à l'autre le secrétaire général de l'Elysée, M. Bianco, à moins qu'il n'entre au gouvernement, auquel cas ce serait le secrétaire général adjointe, Mme Anne Lauvergeon, qui donnerait lecture du nom des nouveaux ministres du gouvernement Cresson. Madame Cresson est restée cet après-midi en tête-à-tête avec le président de la République 1h10. À son arrivée vers 16h50, nous lui avons demandé si son gouvernement était formé. Elle a répondu pas encore. 1h10 plus tard, à son départ, nous lui avons posé la même question, même réponse, pas encore. Le gouvernement n'est toujours pas constitué. Mais au vu de l'agitation qui règne ici depuis quelques minutes dans la cour de l'Elysée, on se demande si maintenant ce n'est plus qu'une question de minutes. Merci Albert. Évidemment, vous restez avec nous en attendant l'apparition de Bianco ou d'Anne Lauvergeon. On va voir avec Arlette Chabot ce qui coince et ce qui bloque. Bien écoutez, il y a évidemment deux difficultés qui n'étaient pas résolues il y a quelques minutes encore. Première difficulté, je dirais essentiellement politique, Lionel Jospin ne veut pas quitter le ministère de l'Éducation nationale. Il souhaite conserver son portefeuille alors qu'on lui avait taillé sur mesure un super ministère des Affaires sociales, de l'emploi, de la solidarité, de la santé. Donc, eh bien, il veut rester à l'Éducation nationale et Jean-Louis Bianco, le secrétaire général de l'Élysée, qui voulait aller à l'Éducation nationale, eh bien maintenant s'interroge pour lui accepter donc ce grand ministère des Affaires sociales. Voilà, premier problème qu'il reste à régler. Seconde difficulté, elle concerne le super grand ministère confié à Pierre Bérégovoy. C'est une des seules choses dont on soit sûr, c'est qu'il y a un grand ministère à la japonaise qui comporte à la fois l'économie, le budget, le commerce extérieur, l'industrie, la poste par exemple, et le commerce et l'artisanat. Il y a un problème de compétences, de redécoupage donc du ministère entre M. Bérégovoy et les ministres qui lui seraient joints, M. Strauss-Kahn à l'industrie, M. Emmanueli au commerce extérieur, M. Rouge qui aurait la poste et M. Doubin qui viendrait avec le commerce et l'artisanat. Voilà donc les difficultés, et puis j'ajoute que M. Charras resterait au budget. Donc deux problèmes qu'il faut résoudre dans les minutes qui viennent et que Mme Cresson donc essaye de régler. Et sans doute seront-ils résolus avant la fin de ce journal. En attendant, retour en arrière et arrêt sur le temps fort de cette première journée avec la passation des pouvoirs à Matignon. 15h40, Michel Rocard et Edith Cresson se retrouvent au bas des marches de Matignon. Passation de pouvoir très chaleureuse, accolade et même embrassade. Alain Chabot. Ultime minute d'attente pour l'ancien Premier ministre et ses collaborateurs. Et c'est l'événement. Michel Rocard et Edith Cresson s'embrassent. Une première certainement dans une passation des pouvoirs à l'hôtel Matignon. Et puis l'ancien et le nouveau Premier ministre vont s'isoler pour un dernier entretien. Au total, une demi-heure de discussion pour régler dans le détail cette succession. Et on se quitte pour de bon cette fois. Nouvelle poignée de main, nouvelle embrassade. Et Michel Rocard, souriant mais un peu tendu, quitte le pouvoir sous les applaudissements en compagnie de Jean-Paul Huchon, son directeur de cabinet. Auparavant, Edith Cresson avait commencé sa journée au pas de charge, comme pour illustrer l'image de battante qu'on lui prête. De Matignon à l'Elysée, des consultations pour former son gouvernement à sa première prise de position. Journée très dense en effet pour le nouveau Premier ministre. Départ à 9h30 ce matin. Jean-Baptiste Prédali était là. Première épreuve imposée pour le nouveau Premier ministre, la course de fond. Départ 9h30. À cette heure-là, M. Cresson était déjà parti travailler à pied. Je suis pas mécontent, mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Edith Cresson, elle, a passé beaucoup de temps dans sa voiture avec deux stations, Matignon, l'Elysée. Première étape de la matinée, Matignon, le temps du secret et des consultations. 14h, l'Elysée, pause déjeuner, officiel, le temps de reprendre son souffle. Mais pas question de perdre le rythme. Nouveau départ direction Matignon. Il est 15h40 et il y a des signes de changement dans l'air rue de Varennes. 16h50, retour à l'Elysée. Le rythme est un peu plus lent. La fatigue se fait peut-être sentir. Nouveau départ 1 heure plus tard. À nouveau vers Matignon. Première leçon, être Premier ministre, c'est aussi une affaire d'endurance.
Et pour savoir s'il s'est passé quelque chose depuis le début de ce journal, rendons-nous à Matignon en direct avec Charles Sanviti. Charles. Ici, Paul, à la différence de l'Elysée, c'est plutôt le calme et l'expectative, en tout cas tout à l'heure à 17h, lorsque Édith Cresson a quitté Matignon pour l'Elysée pour présenter donc la liste de son futur gouvernement chef de l'État. Tout le monde avait la certitude ici que cette liste était définitivement arrêtée. Et puis, il y a une heure, le Premier ministre est rentré à Matignon. Et apparemment, Édith Cresson était moins optimiste. Bien sûr, on l'a interrogé sur la nomination de son gouvernement avant 20h. Et pour toute réponse, on a eu un geste plutôt dubitatif de la main. Alors ici, on pense que ce retard, disons, est peut-être lié à la visite de Lionel Jospin cet après-midi. On parle d'un différend dans l'attribution des postes, un différend qui pourrait exister entre Jean-Louis Bianco et Lionel Jospin. D'ailleurs, en ce moment même, ici à Matignon, les consultations se poursuivent. Pierre Bérégovoy voit sa sortie, il vient de s'en aller, là, confirmer qu'il ferait bien partie de la future équipe gouvernementale. Dominique Strauss-Kahn également intégrerait cette équipe gouvernementale. Et Jean-Marie Roche, qui est aussi arrivé tout à l'heure, est toujours en entretien avec le Premier ministre. Reste quand même une certitude, et ça, Édith Cresson nous l'a confirmé tout à l'heure, la nomination de son futur gouvernement sera acquise dans la soirée. À défaut de connaître les noms des ministres, on a déjà une idée des orientations du premier ou de la première d'entre eux. Édith Cresson s'est en effet exprimée dès ce matin sur Antenne 2 et elle a donné en quelque sorte la couleur de sa politique. Une nouvelle politique sociale, mais aussi une nouvelle politique industrielle, ce sont les deux priorités définies par Édith Cresson. Deux grandes orientations pour faire face au chômage, aux problèmes des retraites, mais aussi de l'Europe de 93. Explication et décodage de Claude Guénaud. Une économie qui tourne au ralenti, une croissance trop faible pour créer des emplois, un commerce extérieur en déficit. La dégradation de la conjoncture laisse une marge de manœuvre très étroite au nouveau Premier ministre pour compenser le déficit social attribué à Michel Rocard. Dans sa première intervention, Édith Cresson indique quelle voie elle entend suivre, priorité à l'industrie. Une Europe équilibrée, ça veut dire une Europe où la France est aussi forte que l'Allemagne. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Pour qu'elle soit aussi forte que l'Allemagne, elle doit avoir une industrie, peut-être pas tout de suite aussi forte, mais en tout cas comparable. Et il faut en prendre les moyens. C'est-à-dire que l'argent, qui n'est ni bon ni mauvais, c'est neutre l'argent. L'argent, il doit être orienté vers la production. Tout en rejetant le protectionnisme, Édith Cresson affiche sa volonté de muscler l'industrie française. Le Premier ministre, qui n'hésite pas à parler de guerre économique et commerciale, juge un peu trop laxiste les positions européennes, notamment face au Japon dans l'électronique et l'automobile. Moi, je ne veux pas que l'automobile européenne soit anéantie. Je ne veux pas que des centaines de milliers d'emplois disparaissent. En parallèle, Édith Cresson veut améliorer la formation. D'un côté, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils sont rejetés du système éducatif, sans diplôme et sans qualification. Donc, ils sont chômeurs. Nous avons à côté de ça des employeurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée dont ils ont besoin. C'est par ces deux moyens, formation et défense de l'outil industriel, qu'Édith Cresson compte enrayer la montée du chômage. Car les contraintes budgétaires limitent ses possibilités d'intervention dans le domaine social. Pourtant, outre le chômage, sur les dossiers sécurité sociale et retraite, des décisions seront à prendre rapidement. Il est certain qu'il faut prendre des dispositions pour que les gens qui ont aujourd'hui, disons, une quarantaine d'années, puissent être sûrs de toucher une retraite, sans pour autant pénaliser les actuels retraités. Mais certaines mesures risquent d'être très impopulaires. Édith Cresson, aujourd'hui, n'a pas exclu d'augmenter la CSG créée par Michel Rocard. Et ce que l'on retiendra de cette première déclaration, c'est la création d'un super ministère de l'industrie et des finances. Et pour que la France soit plus compétitive, Édith Cresson veut en effet un rapprochement entre l'économie, les finances, l'industrie et le commerce extérieur. Un nouvel instrument de pouvoir qui s'appuierait un peu sur l'exemple japonais. Bernard Ségara. Super commandement pour gagner la guerre économique. Fini sans doute la tutelle pesante des fonctionnaires des finances sur l'industrie ou le commerce extérieur. Fini les conflits de compétences dont a souffert Édith Cresson qui avait alors motivé sa démission. Fini cette incohérence qui faisait des inspecteurs des finances les arbitres des dossiers alors qu'ils ignoraient trop souvent les contraintes de la production, de la formation, de la technologie ou de la recherche. À l'image du MITI japonais, la France aura désormais la possibilité d'avoir une véritable stratégie industrielle. Édith Cresson veut donc mobiliser ensemble les ministères, mais aussi les entreprises vers les mêmes objectifs. Il était temps car il y a 5 ans, l'industrie dégageait plus de 50 milliards de francs de bénéfices à l'exportation. L'an passé, elle en a perdu 85 milliards. Depuis le début de l'année, 30 000 emplois industriels ont déjà été supprimés. Cette nouvelle organisation devrait permettre de dresser un véritable front pour lutter à armes égales avec les industries allemandes et japonaises.
Regardons maintenant les réactions dans le monde, dans l'Europe et au Japon. Nous allons tout à l'heure parler du Japon, mais parlons tout d'abord de l'Europe. François Mitterrand avait été très clair hier. Il s'agit de préparer la France, a-t-il dit, au grand marché européen de 1993. Comment réagissent les Européens? Une France ancrée dans l'Europe, une politique combative vis-à-vis des grandes puissances économiques, on l'imagine. Édith Cresson est très attendue et plutôt bien perçue à Bruxelles. Tout de suite, les réactions au sein des 12. François Poulet-Matisse. Fin 90, les accords de Schengen, la naissance d'une petite Europe sans frontières. Édith Cresson frappe ses collègues européens par sa personnalité, son charme aussi. Manifestement, le ministre français sait ce qu'elle veut et ne donne pas dans la timidité. C'est une battante qui connaît bien ses dossiers européens et qui est certainement en bonne place comme Premier ministre français pour continuer le combat. Mais cela montre qu'en cette fin de XXe siècle, il y a une prise de pouvoir des femmes. Madame Cresson découvre que la France, son industrie, est encore mal préparée au marché unique. Elle le clame à haute voix et peste contre les technocrates qui croient tout savoir, à Bruxelles comme à Paris. On pense bien sûr ici au tempérament fougueux, au coup de tête de Margaret Thatcher, à une nuance près. Et les détails, on sait que Édith Cresson jouera l'Europe, jouera la France dans l'Europe et non pas contre l'Europe. Et ceci est considéré comme extrêmement important. Le mandat de François Mitterrand est extrêmement clair. Il s'agit de préparer la France à l'Europe de 93. Et bien sûr, on ne peut qu'apprécier, ici à Bruxelles, ces dispositions d'esprit de la France. Nomination bien accueillie en Europe, mais inquiétude dans un pays loin du nôtre. Géographiquement, mais très présent, très proche économiquement, il s'agit du Japon. Avant même la passation de pouvoir, les décideurs japonais ont en effet exprimé une certaine crainte face à la fermeté d'Édith Cresson. Certains parlent même de protectionnisme. Marie-Hélène Tichou. En première page de la presse japonaise ce matin, une question. Cresson va-t-elle durcir sa position vis-à-vis du Japon? En 1984, Édith Cresson s'était rendue au Japon en tant que ministre du Commerce extérieur. À l'époque, elle voulait convaincre ses interlocuteurs d'ouvrir leurs frontières et inciter les entreprises françaises à se battre. C'est difficile, mais c'est un grand marché, 120 millions de personnes. Et des gens qui ont des goûts particuliers, difficiles, qu'il faut détecter. Et une fois qu'on a détecté ce qui leur plaît, eh bien, on peut faire de très bonnes percées. Et il y a d'ailleurs des exemples français très intéressants qui marchent bien. Les Japonais se souviennent d'Édith Cresson surtout comme ministre des Affaires européennes de 88 à 90. Ils gardent d'elle l'image d'une femme défendant mordicus l'industrie automobile française. À quelques jours de la visite à Tokyo de Jacques Delors, président de la Commission de Bruxelles, les industriels japonais craignent un regain du protectionnisme français avec le retour au premier plan d'Édith Cresson. C'est difficile de dire, mais nous sommes un peu inquiets. Les Japonais veulent réorienter leur exportation et leur investissement vers l'Europe, car les États-Unis ont aussi durci leur position. Aujourd'hui, la puissance économique nippone rencontre un obstacle supplémentaire pour atteindre ses objectifs. Et l'on retrouve à l'Elysée Albert Ripamonti en direct avec peut-être d'autres précisions, Albert? Non, Paul, pour l'instant, c'est toujours l'attente, c'est toujours le suspense. Nous attendons toujours le porte-parole, le secrétaire général de l'Elysée, à moins que ce ne soit son adjointe qui vienne nous donner lecture du nom et de la liste des nouveaux ministres. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Nous attendons toujours, Paul. Ça veut dire toujours le blocage, Arlette? Peut-être, en tout cas, on doit rendre les derniers arbitrages. On peut donner tout de même quelques précisions sur les ministres dont on est à peu près sûr, voire même certains, qu'ils vont conserver leur poste. C'est le cas de Roland Dumas qui devrait rester aux Affaires étrangères, de Pierre Joxe à la Défense, de Philippe Marchand à l'Intérieur, de Michel Delebarre à la Ville, de Pierre Bérégovoy à l'Économie, on en parlait tout à l'heure, de Louis Mermaz à l'Agriculture, de Jean Popren aux Relations avec le Parlement ou de Jack Lang à la Culture. C'est à peu près certain. Bien entendu, à la dernière minute, il peut toujours y avoir une modification, mais pour l'instant, ça paraît à peu près acquis. On peut aussi aller plus loin et parler par exemple des ministres rocardiens, puisque Michel Rocard a quitté donc Matignon cet après-midi, va prendre un peu de champ. Les ministres rocardiens devraient tous quitter le gouvernement, à l'exception de Louis Lepinsec, qui devrait conserver les départements et les territoires d'outre-mer. En revanche, eh bien, entreraient au gouvernement 3 personnalités proches de Michel Rocard, Michel Sapin qui irait comme ministre délégué à la justice, et puis sans doute on murmure les noms de M. Sueur ou Vivien. Je mets tout ça encore en conditionnel, bien sûr, parce qu'on attend la composition définitive du gouvernement et certaines modifications au sein de ministres peut entraîner des réactions en chaîne. Voilà donc en ce qui concerne pour l'instant l'équilibre de ce gouvernement que l'on décide toujours à Matignon. Vous restez évidemment avec nous, regardons avec Robert Papin les autres événements du jour.
James Baker quitte Jérusalem sans convaincre Israël. Américains et Israéliens ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, ni sur le rôle de l'ONU dans le cadre d'une conférence de paix au Proche-Orient, ni sur la périodicité de cette conférence. La Syrie et le Liban seront liés par un traité de fraternité et de coopération. Ce traité a été élaboré dans le cadre de l'accord de paix de Taïf, qui prévoit des relations privilégiées entre les deux pays. Les parlements syriens et libanais devront encore avaliser ce traité. L'armée soviétique se serait livrée à des atrocités contre les Arméniens. Le chef du KGB fait état de viols, de meurtres et de pillages commis par les militaires et les forces spéciales azéries. Ces atrocités ont eu lieu lors des opérations de désarmement des milices en Azerbaïdjan. Le chef du KGB a promis que désormais, l'armée soviétique n'interviendrait qu'en cas d'extrême urgence. Nouvelle perturbation à la SNCF la semaine prochaine. La CGT a déposé un préavis de grève allant du mercredi 22 mai 20h au samedi 25 8h. Le syndicat entend protester contre les propositions de la direction concernant les salaires. Et une mutinerie s'est produite à la prison de Vars, dans la banlieue de Grenoble. 27 détenus ont en effet refusé de réintégrer leur cellule à l'issue de la promenade. Vers 16h, on vient tout juste de l'apprendre. Les forces de l'ordre sont intervenues il y a quelques minutes. Reportage de notre station de Grenoble. Les détenus de la maison d'arrêt de Vars refusent de regagner leur cellule après la promenade. C'est le début d'une mini-mutinerie. Très rapidement, ils mettent le feu à un atelier, certains sont déjà sur les toits. Un mouvement de colère après la mort d'un des leurs. 3 heures ce matin, Selim Cherouina brise la vitre de sa cellule et en scie les barreaux. Parvenu sur les toits, il est aussitôt repéré. C'est de ce mirador qu'un gardien lui tire dessus après les sommations d'usage. Touché d'une balle en pleine poitrine, Selim Cherouina devra mourir 1 heure plus tard à l'infirmerie de la prison. Ce jeune homme de 31 ans était condamné à 12 ans de réclusion pour atteinte à main armée avec prise d'otage. Vers 18h, après l'intervention des gardes mobiles, la situation semblait être maîtrisée. Triste nouvelle pour les joueurs bordelais, ils vont jouer l'année prochaine en seconde division. Le Conseil d'État a en effet rendu son verdict cet après-midi. Déception pour les nouveaux dirigeants, bien sûr, mais surtout pour les joueurs. Résultat, des sponsors vont sûrement quitter le club. De Bordeaux, François Privat. Générique de fin, le feuilleton est terminé. Oublié, Coupe de France, d'Europe ou titre en championnat. Alors qu'il y a à peine 24 heures, beaucoup de ses supporters y croyaient encore. Ça m'a fait mal au cœur. C'est malheureux. Mais on ne pénalise pas ceux qui ont fait la faute. On pénalise les joueurs. Les joueurs, justement. La plupart devraient quitter le club. On parle beaucoup du retour de Jean-Marc Ferreri à Auxerre et du départ de Jean-Christophe Touvenel pour Montpellier. Les 3 étrangers, Kieft, Vervoort et Gudjohnsen, devraient être transférés. Quant aux jeunes, Lizarazu et Dugarry, encore sous contrat, ils veulent éviter la division 2. J'ai quelques contacts, mais bon, rien de concret pour l'instant, mais j'étudie toutes les propositions et c'est certain que je partirai de toute façon. Autre hémorragie possible chez les Marinés Blancs, celle des sponsors. La société Opel a annoncé ce matin qu'elle pourrait retirer son soutien au club. Selon le président Lange, il ne s'agirait que d'un simple mouvement d'humeur. Avant de tirer le rideau, on peut tout de même se demander si le fait de reléguer Bordeaux en division 2 réglera l'ensemble des problèmes financiers des clubs de football en France. Coup de théâtre en Formule 1, Cesare Forio quitte l'écurie Ferrari après 4 échecs en championnat du monde. Il est donc remercié, il était directeur de l'écurie. Rémi Gudicelli. 23 septembre 90, départ du Grand Prix du Portugal de Formule 1 à Estoril. Mansell, à droite, laisse glisser sa Ferrari sur celle d'Alain Prost. Les ennuis de Cesare Fiorio commencent. En effet, à l'issue de ce Grand Prix, remporté par Nigel Mansell devant Senna et Prost, le Français, excédé par le laisser-aller qui règne dans la Scuderia, enfonce le clou. Je pense que l'équipe ne mérite pas de gagner le championnat. C'est des paroles très très dures, mais j'ai fait énormément de travail cette année avec Ferrari. Et si justement en fin de saison, quand on a la possibilité de gagner le championnat, on n'est pas capable de prendre des décisions, je dirais, importantes pour... je crois que c'est très important pour Ferrari de gagner le championnat cette année, certainement plus que moi. Je crois que je ne veux même pas essayer de jouer le championnat d'ici la fin de la saison.
Directement visé, Cesare Fiorio sera tout de même confirmé à son poste de directeur de l'écurie Ferrari. Mais c'est finalement Senna qui remporte le championnat du monde devant Alain Prost, alors que ce dernier disposait indiscutablement de la meilleure voiture. Cette saison à Alesi, venu remplacer le bouillant Mansell, la paix semblait quelque peu revenue dans la Scuderia. Hélas, après 3 grands prix désastreux, Monte-Carlo vient confirmer la totale suprématie de Senna et des McLaren. Pour la direction générale de Fiat, qui gère la maison Ferrari, il devenait urgent de faire sauter un fusible. C'est Cesare Fiorio qui a été choisi. Le triumvirat qui le remplacera s'attaque à une lourde tâche. Pour les voitures rouges, la saison en cours est d'ores et déjà perdue. Tout au plus, la Scuderia et ses 2 pilotes français peuvent-ils espérer remonter la pente pour terminer brillant second de Senna et des McLaren. Albert Ripamonti était très bien informé au cours de ce 19-20. Le micro est apparu sur le perron de l'Elysée, vous le voyez. Le secrétaire général de l'Elysée ou le secrétaire général adjoint devrait apparaître d'une seconde à l'autre pour annoncer la composition du gouvernement. Le suspense est tel qu'on a besoin d'une récréation. Allons à Cannes. Au Festival de Cannes, en effet, le cinéma noir américain très présent avec la présentation de Jungle Fever, le dernier film de Spike Lee. Un film très attendu qui dépeint au travers de la vie d'un architecte noir le choc des cultures, des races, mais aussi des classes sociales. Reportage Michel Vial, Christos Camillieris. Un jeune architecte noir marié et père de famille entreprend une liaison avec une secrétaire d'origine italo-américaine. Une relation interraciale qui va confronter les 2 amants aux préjugés de leur entourage. Avec Jungle Fever, Spike Lee, le brillant provocateur, oppose aussi 2 mythes. Celui de la femme blanche idéale et celui du noir Superman sexuel. Le tout sur un rythme endiablé nourri des notes de Stevie Wonder. Je crois que c'est un film optimiste. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'espoir et que les Noirs et les Blancs ne pourront jamais vivre ensemble. Non, je ne pense pas que le film dise ça. Mais je crois que le film explique qu'il y a un problème grave. Vous savez, dans tout cela, le plus grand mensonge qui existe dans la société américaine, c'est de dire que si vous êtes américain, peu importe votre race, votre croyance, votre religion ou votre couleur, et que seul compterait le fait d'être américain. Jungle Fever, qui représente les États-Unis dans la compétition, est le 3e film de Spike Lee présenté ici à Cannes. Il est aussi le 3e film noir de la sélection officielle avec ceux de Bill Duke et de John Singleton. Ces œuvres volontiers dérangeantes font de leurs auteurs des cinéastes aussi originaux qu'atypiques. You have been cast out of your home. Will you listen to me? Like Jonah was cast out of the belly of the whale. You had to eventually go get yourself a white girl, didn't you? What do you mean eventually? What a tramp, what a slut. You know there's only one thing he could possibly want from her. You gonna give her a beating? Oui. Une nouvelle à l'instant de la prison de Vars, Élise. Oui, on vient d'apprendre que le calme est revenu dans cette prison. Les forces de l'ordre étaient intervenues il y a quelques minutes. Je vous rappelle que 27 détenus ont refusé de réintégrer leurs cellules à l'issue de la promenade. C'était vers 16 h. On vient donc de l'apprendre. Le calme est revenu. Il est 19h59 et 15 secondes. Le micro est toujours sur le perron de l'Elysée. Le secrétaire général de l'Elysée devrait peut-être apparaître d'une seconde à l'autre. Peut-être attend-il le début fatidique des journaux de 20 h. Je vous propose, avec Arlette, d'attendre l'apparition d'un collaborateur de François Mitterrand. Ce ne sera pas forcément Jean-Louis Bianco pour connaître la composition du gouvernement. Mais vous avez quitté le plateau un instant pour aller vous renseigner alors. Je crois qu'on continue encore à discuter, ou en tout cas on ne discute plus. Chacun médite la décision qui va être annoncée dans quelques minutes. Premier signe, effectivement, si on ne voit pas apparaître Jean-Louis Bianco sur le perron de l'Élysée, ça signifiera qu'effectivement il entre au gouvernement, comme il le souhaitait d'ailleurs depuis très longtemps. Mais François Mitterrand souhaitait le conserver à l'Élysée car c'est un collaborateur précieux que le chef de l'État connaît bien, puisqu'il occupe cette fonction pratiquement depuis le premier septennat de François Mitterrand. C'était Pierre Bérégovoy qui l'avait précédé à ce poste. Donc première indication sur l'entrée de Jean-Louis Bianco. Ensuite, quelle fonction? Je vous le disais tout à l'heure, il y avait une petite difficulté puisque M. Bianco souhaitait aller à l'éducation nationale et qu'en revanche M. Jospin souhaite conserver ce ministère. Donc première interrogation. Ensuite, eh bien, on verra comment se distribuent les postes, si je puis dire, auprès de Pierre Bérégovoy, qui a donc ce super ministère à la japonaise qui devrait correspondre aux souhaits d'Édith Cresson, c'est-à-dire impulser une politique industrielle forte, développer le commerce extérieur. On verra donc comment se distribue donc le pouvoir autour de Pierre Bérégovoy. Et puis il y a évidemment les autres interrogations. Il y aurait 5 femmes au gouvernement, a confié Mme Cresson. Le gouvernement comprendrait 27 ministres, dont 5 femmes. C'est pas beaucoup.
C'est pas mal quand même, 5 femmes. Alors vraisemblablement, c'est pas mal. Vraisemblablement, Elisabeth Guigou devrait conserver les affaires européennes. Elle connaît particulièrement bien ce dossier et puis elle est au gouvernement depuis quelques mois seulement. Et elle est aussi très proche de François Mitterrand avec lequel elle travaillait à l'Élysée auparavant. Edwige Avis devrait conserver son poste auprès de Roland Dumas au ministère des Relations extérieures. Et puis on parle de l'arrivée de jeunes femmes comme Frédéric Bredin ou bien encore de Ségolène Royal qui est célèbre parce qu'elle s'était opposée, vous savez, notamment à l'heure d'été. Et puis voilà pour l'essentiel à peu près pour les femmes. Martine Aubry, dit-on, qui intégrerait le ministère du Travail. C'est un problème qu'elle connaît bien. Elle était la rédactrice des lois Auroux. Voilà. Bien, je vous propose d'écouter la météo de Florence Klein dans un instant. Et si le suspense est très lourd, j'ai l'image de contrôle, comme on dit notre jargon, de l'Élysée, qui peut d'ailleurs apparaître. Pierre-Alain, je m'adresse au réalisateur, vous pouvez la voir apparaître sur votre écran. Et si le secrétaire général de l'Élysée ou un collaborateur de François Mitterrand apparaît ou intervient pour annoncer la composition du gouvernement, je pense qu'on devrait la diffuser aussitôt après la météo. Je voudrais rendre hommage à un confrère, l'Express, qui publie dès demain une édition spéciale sur la nomination d'Édith Cresson. C'est un news magazine, comme on dit, un hebdomadaire qui a fait très vite sur cette nomination. Écoutons dans un instant la météo de Florence Klein et nous reviendrons peut-être juste après la météo pour annoncer la composition du nouveau gouvernement.